Bonjour à tous. Quelques mots de l'ESC ici à Paris au milieu du congrès. Donc toutes les nouvelles ne sont pas encore arrivées, mais on peut faire le point, on va dire, à mi-congrès avec des nouvelles négatives, positives. J'en ai sélectionné 2 ou 3 pour faire le point rapidement sur ce qui m'a marqué. On peut dire rapidement un mot des études négatives, en particulier une grosse étude sur le préconditionnement. Vous savez qu'on a beaucoup d'études qui ont évalué cela, avec souvent des messages positifs, et il y a un vrai rationnel scientifique derrière le préconditioning. Là, on a une grosse étude qui a été faite dans le STEMI avec un préconditionnement qui était fait avec un brassard à tension gonflé pendant 5 minutes, dégonflé pendant 5 minutes à plusieurs reprises, avec l'idée qu'on pourrait en effet améliorer les résultats finaux sur la protection du myocarde en phase aiguë d'infarctus. Et en fait, ça ne marche pas. Et ça remet un peu en cause des études qui avaient pu suggérer que ça marchait avant. Et donc on est un petit peu dans un cul-de-sac au jour d'aujourd'hui. Il y a une situation qui n'a pas été encore évaluée et où il y aurait pourtant beaucoup à gagner, parce que c'est vrai que le concept est attractif et qu'il y a des bases pour cela. C'est la situation du choc cardiogénique. Je ne sais pas si quelqu'un se lancera, mais on aimerait voir cette étude faite. Autre chose dans le STEMI toujours, l'oxygène a été retesté très largement par une équipe, par un réseau néo-zélandais, et pour cette étude sur l'oxygène dans les syndromes coronaires aigus, là aussi il n'y a pas beaucoup de choses à retenir, et ça confirme un peu les guidelines actuelles qu'en l'absence d'hypoxémie, l'oxygène apporte peu de choses à ces infarctus aigus. L'autre chose qu'on a vue dans l'infarctus, l'étude Complete, qui une fois de plus évalue la question redondante de savoir si on se contente de l'artère coupable ou est-ce qu'on dilate toutes les artères qui se présentent avec une sténose chez ces patients avec un infarctus du myocarde. La réponse est claire, elle est publiée en même temps dans le New England Journal of Medicine, avec dans cette grosse étude très bien faite un résultat favorable à la dilatation de toutes les artères accessibles. Une fois de plus, cette étude avait un bras contrôle très conservateur. C'est toujours le problème. On a l'impression que la stratégie qu'on peut avoir à titre personnel se retrouve dans aucun des 2 bras, et on est souvent à traiter nos patients un petit peu avec des stratégies qui appartiennent à l'un ou à l'autre bras. Mais en tout cas, il n'y avait pas d'effet délétère d'une stratégie de revascularisation immédiate plus complète que celle de l'artère coupable. Ça dépendra bien évidemment de l'heure de présentation du patient, du type de lésion et d'artère que le patient a à revasculariser. Toute la question étant bien évidemment dans la routine de ne pas prendre des risques inconsidérés au milieu de la nuit, parfois avec des équipes réduites, sur une phase aiguë d'infarctus et sur un autre territoire que celui de l'infarctus. On garde en tête bien évidemment l'étude choc qui montrait que dans des situations périlleuses, c'est exactement l'inverse. On va se contenter de l'artère coupable chez ces patients avec un choc sur un syndrome coronaire aigu, en général un infarctus. Alors, je voudrais mentionner une dernière étude dans l'infarctus du myocarde, qui est cette étude qui a été présentée par Juan Iglesias, publiée dans le Lancet en même temps, qui a comparé 2 types de stents actifs. Et c'est la première fois qu'on a une comparaison de 2 stents actifs avec une étude qui se voulait une étude de supériorité, avec une analyse bayésienne très intéressante faite pour cette étude. Et l'idée, c'était de comparer un stent avec des mailles ultra fines et un polymère résorbable à un stent actif à maille un peu plus grosse et avec un polymère non résorbable, l'Orsiro contre le Xience. Et en gros, la supériorité est démontrée, et on voit en effet que il y a, alors est-ce que c'est l'effet des mailles, est-ce que c'est l'effet du polymère résorbable, il y a une supériorité sur la défaillance de la lésion traitée, il y a une supériorité
du stent avec un polymère résorbable et à fine maille. Donc c'est quand même intéressant et c'est une première dans la comparaison des stents actifs entre eux. On n'avait pas ça jusqu'au jour d'aujourd'hui, quelle que soit la situation, et ça arrive dans le STEMI. Alors dans le genre de comparaison dans la même classe, jamais faite avant mais faite ici et publiée dans le New England avec une présentation à l'essai, il y a ISA React 5 qui a comparé cette fois deux médicaments, le ticagrelor et le prasugrel, dans les syndromes coronaires aigus, des non-stémies et des stémies, avec l'idée qu'au départ, le ticagrelor serait supérieur au prasugrel, et c'était l'hypothèse de départ des investigateurs. L'étude a été faite et a finalement montré exactement l'inverse, le prasugrel étant supérieur au ticagrelor globalement dans cette étude de comparaison. Alors ça n'était pas qu'une étude de comparaison de drogue parce que les investigateurs, à juste titre sans doute, ont suivi les guidelines et les recommandations d'utilisation de ces médicaments. Et donc pour le prasugrel par exemple, il n'y avait pas de pré-traitement dans les non-stémies alors qu'il y avait un pré-traitement dans les non-stémies avec le ticagrelor. Les non-stémies, c'est la population la plus importante de cette étude, c'est 60% des malades. La deuxième chose, c'est que le prasugrel a deux doses, et en particulier on peut ajuster la dose à la baisse avec 5 mg chez des patients qui en ont besoin parce qu'ils ont un haut risque hémorragique, ils sont âgés ou ils ont un faible poids notamment. Ce n'est pas le cas avec le ticagrelor. Et puis il y a bien évidemment le fait que le ticagrelor a des effets secondaires que n'a pas le prasugrel, et il y a une petite différence d'adhérence au traitement entre les deux bras, entre ticagrelor et prasugrel. Alors, est-ce que c'est un petit peu de tout qui a fait qu'on arrive à ce résultat inattendu, ou est-ce que c'est un facteur plus qu'un autre? Personne ne sait, mais le résultat final bouscule un petit peu, sans doute, ce que la majorité des cardiologues pensaient, et donc ça va les pousser à reconsidérer, bien évidemment, leur stratégie, et finalement on va demander d'être un tout petit peu plus intelligent et de faire un tout petit peu plus de médecine individualisée avec les antiplaquettaires que ce qu'on faisait peut-être auparavant. Voilà, je vais m'arrêter là pour les nouvelles qui me paraissent les plus importantes à mi-congrès, et puis on va regarder la suite, et je suis sûr qu'on va encore voir quelques nouvelles intéressantes.